Processus électoral, respect de la Constitution, mesures de confiance, accord politique. Le comité préparatoire a vécu. Léonard Cheokitoudou, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas voulu qu'on parle d'alternance, pourquoi ? Non, la question principale à laquelle le dialogue politique national inclusif allait se consacrer, c'était justement l'organisation des élections libres, apaisées et conformes aux standards internationaux, afin d'éviter la reproduction des erreurs qui ont été commises en 2006 et en 2011. C'est là la question fondamentale du dialogue politique national. Et c'est pour cette raison, effectivement, que nous avions voulu que cette question soit considérée comme la question centrale de ce forum qui doit se tenir immédiatement après la fin des travaux du comité préparatoire. Les élections, j'entends. Ouais. Mais à l'issue de ces élections, l'alternance est inéluctable au regard de la Constitution. Pourquoi ne pas avoir voulu, comme le demandaient les opposants, qu'on parle alternance ? Non, on n'a pas refusé de parler de l'alternance. Mais nous pensons que ce sont les élections qui génèrent l'alternance. Il ne peut pas y avoir l'alternance sans élection. Donc la question fondamentale, et puis ça coule de source. C'est pour cette raison que, à notre avis, c'était un faux problème. Là, l'opposition a voulu faire un petit peu de la propagande au sein même du comité préparatoire. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui a été retenu en fin de compte, c'est que les élections soient consacrées essentiellement sur la meilleure manière possible d'organiser les élections qui ne généraient pas des conflits post-électoraux. Excusez-moi d'insister sur le terme alternance. Mais l'alternance, c'est quoi ? C'est un président élu qui prend le relais d'un président en fin de mandat. Oui. Le président Kabila sera en fin de mandat. Pourquoi ne pas avoir voulu rassurer ceux pour qui, depuis plus d'un an, la condition d'existence politique, on va dire, c'est le départ du président Joseph Kabila. Ça les aurait rassurés que troisième mandat, il n'y aura pas. Personne n'a parlé du troisième mandat et nous avons tous pris l'engagement de respecter la Constitution. Donc, tout est tout à fait clair. Dans la Constitution, toutes ces questions sont réglées. Donc, ça ne servait à rien. À notre avis, c'était un faux problème. Nous, ce qui nous concerne et ce qu'attend la population, c'est que d'abord, on règle la question électorale. Et lorsque la question électorale est réglée, alors en ce moment-là, tout est ouvert. Est-ce que le dialogue va aussi, en respectant la Constitution, régler le problème du troisième mandat que certains suspectent toujours l'AMP de vouloir adopter ? Mais le troisième mandat, sur la base de quel texte ? Nous avons pris l'engagement de respecter la Constitution. La question principale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que les élections, et ça c'est un secret de polichinelle, ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. C'est ça la question. Il y a une question d'impossibilité technique et matérielle qui fait que les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. Alors la question fondamentale qu'il faut se poser, effectivement, nous sommes bientôt au terme du deuxième mandat du président de la République, mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où les élections n'ont pas été organisées dans les délais constitutionnels? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Alors, sur ce plan-là, je crois que la saisine de la Cour constitutionnelle et la réponse de cette instance importante a déjà tranché la question, c'est-à-dire que si les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, l'actuel chef de l'État reste en fonction en attendant l'installation effective du nouvel élu. Donc au terme des élections pour lesquelles nous nous consacrons aujourd'hui à mettre en œuvre. La Cour constitutionnelle avait parlé. Son arrêt est là, il s'impose à tous. Pourquoi un dialogue aujourd'hui ? La nécessité du dialogue, quelle est-elle ? Non, nous n'avons pas organisé le dialogue pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la fin du mandat du président de la République. La question fondamentale, c'était justement comment faire pour organiser des élections qui ne soient pas génératrices des conflits post-électoraux. C'est la question fondamentale. Autrement dit, des élections qui soient conformes aux standards internationaux. C'est ça la question fondamentale. Fallait-il vraiment se réunir pour savoir comment organiser ce genre d'élections qu'on a déjà organisé de la meilleure manière en 2006, 2011 c'était le couac, mais fallait-il vraiment dialogue? Absolument, parce que là, vous vous rappelez effectivement que
en 2006, les élections ne se sont pas terminées comme on l'aurait souhaité, parce qu'on a vu qu'il y a eu même mort d'homme. Il y a un conflit important qui a suivi ces élections. Ensuite, en 2011, on a cru que bientôt, avec l'expérience de 2006, on allait peut-être cette fois-ci avoir une fin électorale qui apporte la légitimité aux nouveaux élus. Et vous avez remarqué que, encore une fois, la crise de 2011 a été même beaucoup plus grave que celle de 2006. Par conséquent, pour le troisième cycle électoral, nous, en tant que politiques et représentants de la nation, nous devons tout faire pour éviter la reproduction de toutes ces irrégularités et qu'on ait des élections une fois pour toutes apaisées et conformes aux standards internationaux. En tant que politique responsable de la bonne marche des institutions, vous êtes la majorité présidentielle. Absolument. Vous êtes aussi responsable du fait que le processus électoral ne soit pas arrivé ou n'arrive pas à son terme dans les délais. Oui, tout à fait, mais comme vous savez, à l'impossible nul n'est tenu. Je crois qu'on a expliqué les raisons pour lesquelles les élections ne pouvaient pas avoir lieu dans les délais constitutionnels. La question, c'est, au regard de cela, ouais. Qu'est-ce qui va se passer au dialogue? On va sanctionner les responsables? Non, pas du tout. Sanctionner pour quelles raisons? Mais on peut sanctionner ceux qui ont fait qu'on en soit arrivé là. Il n'y a pas de sanctions possibles à partir du moment où les raisons avancées sont effectivement des raisons qui sont tout à fait bien fondées. Personne n'avait cru, si on peut en prendre une... dernier motif de l'impossibilité d'organiser l'élection, c'est la question financière. La question financière est une question fondamentale. Et ensuite, la révision du fichier électoral. C'est quand même un problème important. Donc, il y a des faits concrets qui montrent qu'il y avait des obstacles à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, il faut seulement prendre acte et prendre les dispositions cette fois-ci, une fois pour toutes, pour que dans l'avenir, ces genres de situations ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de responsable? Non, à mon avis, il n'y a pas de responsable parce que les raisons qui nous ont empêchés d'organiser les élections sont tout à fait fondées. Fondées, certes, oui. Mais à l'issue de 5 ans de mandat, les institutions ne sont toujours pas renouvelées. Oui. La Constitution s'en trouve écorchée, oui. Et on se retrouve obligé de tenir dialogue. Qu'est-ce que viendrait faire un opposant à ce dialogue si ce n'est pas tirer les conséquences et établir les responsabilités afin que cela ne se reproduise plus? Non. Ce qu'il faut pour l'instant, c'est que tout le monde... Vous savez, on aurait pu régler cette question dans les cadres parlementaires. Bon, mais on n'a pas voulu, parce que les régler dans les cadres parlementaires, pour quelle raison? Parce qu'il y aurait eu un face-à-face entre l'opposition et la majorité, et c'est le point de vue de la majorité qui allait l'emporter. C'est pour ça qu'on a voulu sortir dans un autre cadre qui puisse permettre d'associer la société civile dans une démarche participative. Tout ça pour vraiment regarder les questions en face et en toute objectivité, pour qu'on trouve une solution adéquate. Par conséquent, ce qu'il faut maintenant, c'est voir l'avenir et non plus retourner au passé. Ce n'est plus possible. On ne va plus faire un retour en arrière. La grande question aujourd'hui, c'est comment faire pour que, une fois pour toutes, nous ayons des élections et qui soient crédibles et qui puissent effectivement conférer la légitimité au nouveau gouvernement. Une légitimité qui permette la stabilité dans le pays et même une stabilité institutionnelle. L'opposition pourtant cherche un responsable. Est-ce que vous pouvez penser qu'à l'issue de ce dialogue, puisqu'il va y avoir un accord politique, on va en parler encore dans cette émission, le gouvernement notamment, la CENI aussi, dans l'État peut rester en fonction? Non, mais écoutez, ça, je vous dis, c'est un faux problème. Aujourd'hui, les raisons pour lesquelles les élections n'ont pas été organisées, nous les avons avancées. C'est tout à fait clair. On parle de 250 000 $. On parle de 200 millions de dollars alloués à la CENI par an les 5 dernières années. Tel n'a pas été le cas. Il y a bien un responsable. Mais écoutez, il y a un responsable, mais en même temps, il faut voir le budget de l'État. Oui, mais le budget de l'État, il y a certaines dépenses qui ont été réalisées. La capacité de l'État à générer des recettes était limitée, et vous le savez très bien. Et puis, nous avons même rappelé la question du conflit à l'Est de la République, qui perdure même actuellement. Vous venez
venez de voir l'actualité brûlante. Mais j'ai chaque fois rappelé, même ici, devant ce micro, c'était un gouffre financier important. Hein? Les 4 milliards de dollars que nous générons en fonds propres dans notre budget. Et encore faudrait-il voir la capacité même d'exécution de ce budget. Vous savez très bien qu'il y a des difficultés énormes dans ce pays-là. Donc il y a ces problèmes-là importants au niveau financier. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Donc ici, c'est pas une question des responsabilités qui puissent amener des sanctions à ceux qui n'auraient pas pu affronter, si vous voulez, l'impossibilité d'organiser les élections. C'est pas ça le problème. Oui, mais la décrispation politique, on ne va pas parler de décrispation politique dans ce cadre particulier, mais la responsabilité collégiale de l'organisation des futures élections, pour qu'elle soit apaisée, elle doit être mise en place aussi. L'opposition voudrait peut-être ou voudra sûrement être un peu plus intéressée à cette organisation. Cela relève de la CENI, certes, mais l'argent sort du gouvernement. Mais voilà. Dire aujourd'hui que le gouvernement n'a pas décaissé parce que le budget ne le permettait pas, alors que le même gouvernement, selon la Cour des comptes et autres, a dépensé de l'argent qui n'était pas prévu au budget, c'est aussi enlever du gouvernement une responsabilité qui est la sienne. Non, quoi qu'il en soit, si vous faites un audit, vous verrez que le fameux argent qui ne sort pas sorti du budget n'aurait pas été suffisant pour organiser les élections. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. C'est tout à fait clair. 1,2 milliard de dollars, écoutez, c'est pas peu. Ça donc, peut être, mais voilà. Ça peut sortir dans la construction de l'immeuble intelligent, dans la oui, mais écoutez, mais enfin, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, l'État ne peut fonctionner que pour l'organisation des élections. Alors, c'est cela que vous dites. Alors, aujourd'hui, nous avons un problème alimentaire dans notre pays, où nous sommes en train d'importer des produits alimentaires, et là, on crée un complexe qui permet une autonomisation sur le plan alimentaire, et vous dites que non, on aurait dû organiser les élections et non pas prévoir l'alimentation autonome de notre pays. Il y a un problème. Non, donc l'État doit fonctionner normalement dans tous ses postes, mais on n'oublie pas le poste électoral. Mais par conséquent, le poste électoral est un véritable problème pour le pays, parce que c'est un montant quand même colossal. 1,2 milliard de dollars, c'est pas peu. Alors c'est pour cette raison que, alors effectivement, depuis janvier 2011, on aurait dû économiser 250 millions de dollars par mois, ce qui aurait pu permettre en 5 ans de réunir la somme en question. Mais on vous a dit, les gros problèmes auxquels on est confronté, surtout ce conflit à l'Est qui a vraiment obéré le budget de l'État, n'aurait pas pu permettre de réunir les moyens nécessaires pour l'organisation des élections. En plus, effectivement, cette question du fichier électoral, et en même temps, la baisse, quand même, l'effondrement des coûts de matières premières. Et ça, dans tous les pays sont confrontés à ces problèmes. Mais en même temps, la modicité de notre budget, il faut vous rappeler, parce que sur les 8 milliards, regardez le budget de l'année dernière, le 8 milliards, les 4 milliards en fonds propres, et comme je vous ai dit, malgré les 4 milliards en fonds propres, ça ce sont un simple jeu d'écriture, mais on n'a jamais réuni les 4 milliards en question. Et puis les restes, c'est l'aide budgétaire. L'aide budgétaire est soumise à des conditionnalités parfois terribles, si bien qu'à un moment donné, on n'arrive pas à consommer au fait ce qui a été attribué à la République démocratique du Congo à cause de cela. Par conséquent, il y a eu vraiment des obstacles insurmontables qui ont fait que les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. Par conséquent, nous devons maintenant voir ensemble qu'est-ce qu'on doit faire, non seulement pour éviter les irrégularités, mais en même temps, comment faire cette fois-ci pour que nous disposions des moyens suffisants pour que nous ne retrouvions pas dans ces genres de situations qui nous permet de ne pas rester en conformité avec les exigences constitutionnelles. On va pas rester sur la responsabilité du gouvernement. Le Premier ministre pourrait penser que le journaliste a une heure contre lui, mais ma toute dernière question sur ce sujet, ça va être ce sera la position de l'AMP au dialogue de sauver mordicus le gouvernement, ou l'AMP pourrait aussi sur ce point être un peu plus souple
et faire en sorte que certains membres de l'opposition, ceux qui sont peut-être les plus véhéments ou les plus regardants, fassent leur entrée dans l'exécutif. On a cité, vous pouvez démentir ou confirmer, que Vital Kamerhe notamment pourrait être le Premier ministre. Non, vous savez, là c'est anticiper sur les délibérations du dialogue politique national. C'est qu'il faut maintenant, comme vous avez vu, le comité préparatoire dont les travaux viennent de prendre fin s'est réuni justement pour baliser le forum qui va se tenir bientôt. Alors, on a prévu des sujets sur lesquels le dialogue politique national va se consacrer. Alors, ce serait aujourd'hui anticiper sur les délibérations de ces discussions lors du forum. Pour l'instant, comme vous l'avez remarqué, nous allons évoquer la question du fichier électoral, on a évoqué la question des séquences des élections. Ensuite, c'est sur la base de cela, du fichier électoral et de la manière dont on va décider des séquences des élections, qu'on va élaborer consensuellement le calendrier électoral avec la CENI. Et puis à partir de ce moment-là, effectivement, par la suite, nous verrons ce qui va se passer. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait ici une question de responsabilité ou alors ce qui se passerait en matière de marchandage sur la manière dont le pays sera gouverné au terme du dialogue. Là, ce serait vraiment anticipé sur les discussions. Alors, aucune anticipation. Juste une petite question. Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Oui, parce que ça, c'est mon avis. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, dès lors que les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. Ça, c'est un secret de polichinelle. Je crois que la CENI elle-même l'avait déjà proclamé. La CENI a demandé 16 mois pour la révision du fichier électoral. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que le calendrier électoral sera organisé. Alors, nous arrivons au terme du deuxième mandat du président de la République. Il va se poser cette question, comment le pays sera gouverné entre la période allant de la fin du mandat du président de la République à l'élection de nouveaux présidents. Là, c'est tout à fait clair. Donc là, il appartiendra. C'est de l'ordre possible parce que, effectivement, moi, à mon avis, j'estime que là, on devrait développer la réflexion sur la gestion consensuelle de l'État. Respect de la Constitution. La Constitution est respectée parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'on continue ou la Constitution n'est pas respectée parce que les délais ne l'ont pas été? Non, il faut dire que la Cour constitutionnelle, c'est pas la Cour constitutionnelle qui autorise, c'est la Constitution qui autorise. La Cour constitutionnelle ne fait que constater que la Constitution autorise que l'actuel chef de l'État reste en fonction à l'élection de nouveaux présidents. Donc sur ce plan-là, la Constitution est effectivement respectée. Pas les délais. Non, les délais constitutionnels pour organiser les élections, c'est un secret de polichinelle. Là, encore une fois, c'est comme je vous ai dit, nous avions prévu cela depuis un certain temps. Les élections ne peuvent pas avoir lieu dans les délais constitutionnels et c'est pour cette raison que la révision du fichier électoral d'ailleurs n'est pas encore terminée. L'expérience pilote a eu lieu au Nord-Bangui et le président de la CENI a indiqué les étapes qui sont parcourues pour finaliser cette révision-là. Non, mais à vue d'œil, si vous regardez bien, ce ne sera pas avant juillet l'année prochaine. Quand certains parlent de respect de la Constitution, vous avez l'impression aujourd'hui, alors que tout le monde sait qu'il n'y aura pas les élections, qu'ils continuent de vous charger ou qu'ils ont peur d'autre chose? Non, moi je crois que ce sont des suspicions à mon avis qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, ils continuent de vous charger parce qu'ils savent que ce n'est pas possible ou ils pensent que derrière ce respect de la Constitution que vous dites ou que vous affichez, il se cache autre chose? Non, l'opposition est dans son rôle. L'opposition cherche à prendre le pouvoir. C'est tout à fait normal, nous sommes dans une compétition démocratique. L'opposition voudrait prendre le pouvoir. Mais ce qu'il faut rappeler à l'opposition, c'est que l'opposition ne peut prendre le pouvoir que par les élections. Or, les élections ne peuvent pas être organisées dans les délais constitutionnels. Par conséquent, il faut tout faire. Et c'est là la question que le dialogue va résoudre. Comment faire pour organiser les élections le plus rapidement possible pour que, effectivement, le peuple souverain puisse se déterminer sur les prochains gouvernants. Vous ne cherchiez pas ou ne chercherez jamais
amener les populations au référendum dans le cadre de cette constitution pour changer cette constitution ou changer de constitution? Non, pour nous, l'engagement que nous avons pris, c'est de respecter la constitution. Mais, vouloir changer de constitution, vouloir changer la constitution, c'est aussi respecter la constitution. L'engagement, c'est aussi de ne rien changer. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune intention de modifier la Constitution pour l'instant. Mais le seul engagement que nous devons prendre, et d'ailleurs si le chef de l'État a prêté serment comme garant du respect de la Constitution, c'est dans ce sens-là. Nous respecterons la Constitution et dans son esprit et dans sa lettre. Il n'y a eu aucune volonté affichée de le faire. Je repose la question. Oui. La Constitution permet de changer la Constitution ou de changer de Constitution. Les mécanismes existent. Ni changer la Constitution, ni changer de Constitution. C'est un engagement, vous le prenez aujourd'hui, vous pouvez l'annoncer? L'engagement, je ne peux pas, en tant qu'individu, prendre l'engagement de cette nature-là. Mais tout ce que je sais, c'est que dans notre famille politique, cette question de modification de la Constitution n'est pas encore envisagée. Mesure de confiance. Ouais. Si le dialogue n'est pas inclusif, est-ce qu'on peut penser qu'il aura de sérieux effets? Tout ce que je dois vous dire, c'est que le dialogue est incontournable pour régler le problème auquel on est confronté. Bon, maintenant, il y a cette question de l'inclusivité. D'ailleurs, l'ordonnance du chef de l'État convoquant le dialogue a insisté sur l'inclusivité. Bon, ok. Et c'est pour cette raison que nous avons prévu le pré-dialogue. Et vous savez très bien qu'on a engagé des discussions préliminaires avec l'UDPS, qui est la première formation de l'opposition politique. Alors, on est allé de remise en question, de renoncement, et puis en plus de revirement à 3 reprises, jusqu'au moment où finalement, l'accord que nous avons signé, actualisé et même confirmé, a été aujourd'hui jeté dans la poubelle par l'UDPS. Alors, mais dans cette démarche-là, c'était justement pour que nous organisions un dialogue qui soit réellement inclusif, parce que nous étions là en face de la première formation d'opposition politique de l'opposition. Mais aujourd'hui, à part peut-être sur la forme, l'UDPS se dit prête, et le Rassemblement se dit prête à venir, mais c'est une mesure de confiance, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est la récusation du facilitateur, c'est l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires, notamment contre Moïse Katumbi. Bon, alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on est content parce que c'est un véritable rétropédalage. Bon, c'était la frange de l'opposition qui entoure aujourd'hui l'UDPS, qui était farouchement anti-dialogue. C'est-à-dire, même le principe du dialogue, ils ne voulaient pas du tout entendre parler. Alors, maintenant, voilà, déjà, ils acceptent le principe du dialogue, mais subordonnent celui-ci à certaines conditions. Bon, voilà, revenons sur ces conditions-là. Lesquelles? Les fameux préalables, on en a discuté avec l'UDPS. Ça faisait partie de nos discussions. Et puis, il ne faut pas qu'on donne l'impression aujourd'hui que le pouvoir traîne les pieds ou que c'est sous la pression que nous accordons ces mesures de faveur. Non, parce qu'on les a prévues, on avait déjà anticipé, non seulement avant d'engager le pourparlers avec l'UDPS dans le pré-dialogue, mais en même temps, l'ordonnance, avant même la publication de l'ordonnance du chef de l'État, dans son discours de message précédant la publication de l'ordonnance, le chef de l'État avait pris l'engagement d'accorder effectivement ces mesures de faveur. Mais nous sommes dans un état de droit. Il n'appartient pas au président de la République aujourd'hui d'aller en prison et dresser une liste de prisonniers et puis dire, monsieur, vous pouvez recouvrer la liberté. C'est pas possible. On doit respecter certains principes qui régissent un état de droit. Donc il y a des formalités à remplir. Alors, quelle est la possibilité principale qui est accordée au chef de l'État pour faire libérer quelqu'un? C'est la grâce présidentielle. Alors, la grâce présidentielle, elle est soumise à une certaine condition. Il faut faire l'objet d'une condamnation définitive. Dès lors que vous n'avez pas fait l'objet d'une condamnation définitive, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce présidentielle. Parlons de Moïse Katumbi. Il a été condamné à 3 ans de prison. C'est vrai qu'il condamne, il rejette cette condamnation. Oui. Grâce sur cette condamnation est possible? Bon, en tout cas, pour ici, le dossier de Moïse Katumbi, moi, je ne le connais pas dans son contenu. Donc, je ne peux pas vraiment mais est-ce qu'elle me prononcer. Est-ce que sur ce cas-là, l'autre cas où il y a encore procédure, comme vous le dites, nous sommes dans un état de droit. Ouais. Mais là où le président a
possibilité de grâce sur cette condamnation partout, dans cette affaire? Parce que la faveur du chef de l'État est basée sur des faits objectifs, des conditions objectives. Si vous remplissez ces conditions-là, vous bénéficiez de la liberté. Là, il n'y a aucune discrimination. On peut penser que Moïse Katumbi sera gracié sur ce dossier. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les conditions fixées par l'ordonnance présidentielle, si elles sont remplies, la personne peut bénéficier de la grâce présidentielle. C'est ça la question. Alors maintenant, il faut voir si le dossier en question remplit les conditions fixées par le chef par la loi pour bénéficier de la grâce présidentielle. Le mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi a été mis par le procureur général de la République qui, lui, dépend du ministère de la Justice. On peut lever aussi ce mandat d'arrêt pour permettre à Moïse Katumbi de revenir? Non. Vous voyez, là, vous rentrez dans des discussions, des dossiers individuels. Et là, franchement, je ne peux pas me prononcer. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier de ces mesures de faveur, en tout cas pour ceux qui sont en prison, c'est d'abord la grâce présidentielle et il y a les mesures de libération conditionnelle. Alors, pour les mesures de conditions, il y a des conditions qu'il faut remplir, la même chose pour la grâce présidentielle. Et puis, il y a ceux qui ne font pas l'objet de poursuites et qui attendent. Là, oui, peut-être, on peut classer le dossier sans suite et puis c'est tout. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans les cadres d'état de droit. Et puis, enfin, vous avez remarqué, les Lucha, les Filimbi et tout, il y a des gens, il y a par exemple des gens qui auraient pu bénéficier de la grâce présidentielle, ils ont fait l'objet d'une condamnation, mais ont interjeté recours. Bon, là, ça va pas. Par contre, c'est ce qu'a fait l'appel qu'a lancé le ministre de la Justice dernièrement, il y a des gens qui, après avoir introduit un recours, une fois condamnés, ces gens, lorsqu'ils ont appris qu'il y a eu des mesures de grâce présidentielle qui sont prévues, ils ont retiré leur recours, ce qui leur a permis de bénéficier de la grâce présidentielle. La majorité dit qu'elle voudrait plutôt se pencher sur les mesures structurelles à prendre dans le cadre de ces mesures de confiance ou des préalables du rassemblement. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment son souci? Est-ce que la MP a réellement envie que ce dialogue soit inclusif, que le rassemblement soit autour de la table le 1er septembre? Mais si on ne voulait pas que le dialogue soit inclusif, on n'aurait pas engagé de pourparlers avec l'UDPS. Et vous voyez, les conditions que pose l'UDPS sont tout simplement irréalisables. Par exemple, récuser le facilitateur. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Et considérez le facilitateur comme kabiliste, s'il vous plaît. Hein? Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en train de se poser la question de savoir si ils avaient raisonnablement l'opportunité de le faire. Mais c'est quand même intenable. Donc, récuser l'UDPS aujourd'hui, et même le G7, est marginalisé par la communauté internationale parce que la communauté internationale sur laquelle il voulait se fonder ne les suit pas. Alors, vous voyez, donc c'est un problème. Alors maintenant, en ce qui concerne les mesures de libération, je vous assure, on a fait l'essentiel aujourd'hui. Je crois que la majeure partie, il y a toute une liste qui a été adressée au chef de l'État par l'intermédiaire de l'ambassadeur de l'Union européenne, au nom des partenaires et aussi de l'opposition. Il y a 26 personnes. Toutes ces 26 personnes, sauf une, ont bénéficié de mesures de faveur. Si aujourd'hui, ils n'ont pas encore effectivement recouvert la liberté, c'est une question de procédure, mais je crois que d'ici lundi prochain, mardi, ils vont bénéficier de leur liberté. Alors, pour ce qui concerne les médias, dont il n'y en a eu que deux. Mais tout à fait. Mais en même temps, vous êtes même à la tête d'un organe de presse, vous savez qu'il y a beaucoup de ces médias qui ne remplissent pas les conditions pour opérer. Bon, là, donc c'est aussi une mesure de faveur qu'on accorde. Parce que si on voudrait être rigoureux, ces médias ne fonctionneraient pas. Bon, déjà, on a fait un geste avec deux médias les plus importants. C'est celui de Vital Caméré et puis Canal King Télévision. Pour le reste, je crois que ça va continuer. Mais il faut que je vous rappelle, les mesures de décrispation sont à la charge à la fois de la majorité, mais aussi de l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition? Mais l'opposition, il faut aussi arrêter des invectives et puis de lancer des appels, s'inscrire dans une démarche insurrectionnelle. Appeler la population à la révolte. Avec ce que cela se produit. Regardez, par exemple, dernièrement, il y avait une journée ville morte. Mais pour une journée ville morte, il y a eu quand même certains dégâts. Si la police n'avait pas pris les dispositions, je crois que ça allait tourner au vinaigre. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Donc nous aussi, on est sur le regard. Vous voulez bénéficier des mesures de faveur? Ok, faites aussi un geste. Si vous ne faites pas un geste, alors nous, effectivement, on risque de nous cabrer. C'est ça la question. Le geste, ça pourrait aussi être d'arrêter de récuser Eden Kojo. Ce serait important pour vous? Non, la question d'Eden Kojo est, vous savez, est non négociable. Et moi, en vous disant ça,
je n'ai rien à voir avec Edem Kojo, mais c'est l'opposition elle-même qui a voulu d'un facilitateur international. Si ça dépendait de la majorité, on aurait choisi, il y a beaucoup de personnalités de haut rang ici, dans notre pays, et de haute moralité, qui auraient pu servir de facilitateurs. C'est eux qui ont choisi un facilitateur international nommé par la communauté internationale. C'est ce qu'il a fait. Alors, les allégations qu'ils avancent pour récuser le facilitateur sont tout simplement infondées, même fantaisistes. C'est pour ça que la communauté internationale ne les a pas suivis. Donc, cette question-là, vraiment, n'entre même plus en ligne de compte. D'ailleurs, vous avez vu déjà que le dialogue a démarré avec les travaux du comité préparatoire. Et ce dialogue est irréversible. Nous l'avions proclamé depuis très longtemps. Les gens ne comprenaient pas. Encore une fois, je tiens à lancer un appel à ceux qui hésitent encore à venir, parce qu'ils vont le regretter. Ceux qui croient être le seul à représenter la population, je crois qu'ils vont se tromper en ne venant pas autour de la table pour qu'on discute de l'avenir de notre pays. Parce que sinon, l'avenir sera décidé en leur lieu et place. Monsieur Léonard Cheokitoundou, je vous remercie. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question qui fâche, la question qui gêne. Vous avez discuté avec l'UDPS, vous avez signé accord. Monsieur Cheokitoundou et monsieur Kinkie Moulumba a dit à Colette Brackman qu'il y avait notamment un volet financier, que monsieur Katumbi aurait proposé plus à l'UDPS. Précédemment, dans une émission Top Press, pour ne pas la citer, vous avez dit qu'il n'a jamais été question d'argent entre vous et l'UDPS. Vous confirmez cette version? En tout cas, pas du tout. Nous, il n'y a pas eu de marchandage avec l'UDPS. À la rigueur, ce qu'on peut dire, c'est que le président de l'UDPS avait droit à ses indemnités en tant qu'ancien Premier ministre. C'est uniquement cela. Bon, alors, c'est ce qui a été versé régulièrement. Et à chaque fois, quand nous discutons avec l'UDPS, le président de l'UDPS revenait là-dessus et nous rappelait à la nécessité, sinon à l'obligation de lui verser les indemnités auxquelles il avait droit. C'est tout. Pour les restes, à mon avis, il y a eu, en tout cas, moi, en tant que négociateur, jamais été dans le cadre de marchandage avec l'UDPS pour ça. Ce que nous voulions avec l'UDPS, c'est une négociation sur le plan strictement politique. Aujourd'hui, pourtant, certains, y compris à l'opposition, disent que Moïse Katumbi et son argent ont réussi au PA sur l'opposition. L'unité de l'opposition aujourd'hui ne serait que financière. C'est aussi votre avis? À mon avis, oui. Et justement, et c'est ce qui est dommage. Et c'est pour ça que je fais... Vous savez, j'ai eu du plaisir à négocier avec la première formation de l'opposition politique et je continue à croire que dans ce pays, s'il y avait un compromis entre l'UDPS et la majorité présidentielle, je crois que nous résolverions le grand problème auquel on est confronté. Mais comme vous savez, la présence de l'UDPS n'est pas indispensable, parce qu'elle est possible de tenue. Si l'UDPS ne veut pas venir, elle assumera ses responsabilités, et nous assumerions les nôtres. Parce que, comme je l'ai rappelé l'autre fois, l'inclusivité ne signifie pas l'unanimité. Et si vous regardez dans l'histoire de notre pays, regardez par exemple la conférence nationale souveraine. Nous, on n'a pas accepté de venir à la conférence nationale souveraine, mais elle a eu lieu. Elle a produit ses résultats. Bon, même si après il y a eu des problèmes, ok. Même au niveau de la table ronde, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais pu rassembler tout le monde. Mais personne ne nous reprochera de n'avoir rien tenté pour ramener tout le monde autour de la table. On aura tout fait. Et le facilitateur, aujourd'hui, il l'a rappelé hier, je crois qu'il a mis 8 mois pour convaincre tout le monde à venir autour de la table, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue pour régler le problème crucial auquel on est confronté. De quelle manière organiser un processus électoral qui ne soit pas générateur des conflits post-électoraux, avec des conséquences dramatiques et incalculables.